And so now I will have to switch to English. Nous allons maintenant passer en langue anglaise. Je crois que cet événement est très largement suivi en ligne. J'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir tout d'abord Stéphanie Combe, la directrice du Health Data Hub, plateforme nationale des données de santé. J'accueille également Johanna Seppänen, qui est directrice de FinData, l'autorité finlandaise chargée de l'accès aux données de santé. Bienvenue, Johanna. J'accueille également Fabrice Langla, directeur de l'adresse, directeur de recherche d'études d'évaluation distributive. J'accueille également Damien Verger, directeur de la stratégie des études et des statistiques de la CNAM. Et enfin, j'accueille Joni Komelainen qui intervient dans cette table ronde. C'est le conseiller ministériel au ministère finlandais des Affaires sociales et de la santé. Bienvenue à cette table ronde. Nous sommes très heureux de vous accueillir. The aim of this roundtable will be to review and compare the implementation of both national health data platforms. Le but de cette table ronde, c'est de revoir dans deux contextes nationaux, fédéraux en Finlande et en France, comparer les deux situations. Nous avons invité les directeurs de ces plateformes, mais également les parties prenantes nationaux. Nous avons entendu certaines choses sur le contexte de la création des plateformes de bases de données en France surtout, mais peut-être Johanna, comme directeur de FinData, vous pourrez peut-être dire d'autres choses sur FinData d'abord et puis plus spécifiquement le contexte dans lequel cela a été créé. Merci. Hello. Okay. Bonjour, OK. Merci beaucoup. Bonjour. Salutations depuis la Finlande. Je suis arrivée juste hier et merci beaucoup de cette invitation à cet événement très agréable qui nous a fourni beaucoup d'informations. C'est très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui et demain, ça sera pareil. Donc, je travaille pour FinData, comme vous m'avez présenté. Et pour ceux qui ne connaissent pas trop FinData, peut-être que je devrais donner un petit résumé. FinData, c'est le guichet unique pour l'usage secondaire des données de santé en Finlande, basé sur une loi sur les données secondaires qui a été effective à partir de 2019, au mois de mai. Et cette loi, c'est un événement constitutif pour FinData, ce qui nous donne le mandat de donner des autorisations pour la collecte de toutes les données dans le système santé finnois, donc tout ce qui est collecté pour l'usage primaire et aussi pour l'usage quotidien pour les personnes impliquées dans le système de santé, c'est-à-dire les hôpitaux, les services sociaux. Il y a beaucoup de données qui sont accumulées dans ces services-là et FinData a le mandat pour donner les autorisations pour l'usage secondaire. Nous avons créé l'organisation très vite. J'ai commencé en 2019 et nous avons commencé à fonctionner en 2020. Et maintenant, nous opérons de manière pleine avec à peu près 30 personnes dans l'organisation qui fonctionnent, qui travaillent. Et j'en suis très fière. Nos services principaux sont d'abord, nous donnons les autorisations et nous gérons les applications, les demandes de permis d'autorisation. Et si vous voulez faire une demande pour la recherche, pour des données de recherche, utilisation recherche, pour plus d'une personne, il faut envoyer la demande à FinData et c'est nous qui allons gérer cette demande. Donc, nous sommes dans quelque sorte une autorité qui surveille l'accès, en tout cas en ce qui concerne l'utilisation secondaire.
Deuxièmement, après l'autorisation est donnée, nous collectons les données des hôpitaux, des médecins, des registres nationaux, des archives électroniques, tout ce dont on a besoin. Nous collectons toutes ces données, nous les rassemblons à FinData et nous en faisons une compilation et nous la fournissons de manière sécurisée. Et le troisième service, système informatique, nous créons un environnement sécurisé pour l'utilisation, pour le transfert, pour l'analyse des données et la gestion des données de manière informatique sécurisée. C'est notre troisième fonction, troisième service, troisième tâche, si vous voulez l'exprimer ainsi. En ce qui concerne le quatrième service, je dirais, donc le service d'aide. Nous avons un guichet unique en Finlande où vous pouvez demander de l'aide si vous avez besoin d'informations par rapport à l'accès, la qualité, le prix, etc. des données, toutes les informations dont vous pourrez avoir besoin. Ce service est très connu et nous avons vu que c'était très nécessaire de créer ce service. Donc, ça nous permet de répondre à des questions tous les jours, au moins 20 questions ou 30 contacts par semaine. Ça a été très populaire. En ce qui concerne les circonstances, FinData a été institué avant la loi sur l'utilisation secondaire. Et avant cette loi, si vous avez besoin de données pour votre recherche en Finlande, peut-être depuis 5 sources différentes, il fallait faire 5 demandes distinctes. Il n'y avait pas de processus standardisé, normalisé. Les processus prenaient beaucoup de temps à mettre en œuvre. Les prix n'étaient pas prévisibles. Et pour finir, on a compris qu'il fallait agir pour changer cette situation. Au bout de cette loi sur l'utilisation secondaire, nous avons créé ce guichet unique pour tout. Ce qui nous a aidés, peut-être une pierre d'angle en quelque sorte, ou peut-être une des circonstances qui nous a permis de faire cela en Finlande, c'est que d'abord, nous avons une histoire très longue de registres. Donc, les registres les plus anciens en service de santé datent des années 50, 1950. Tous les cancers qui ont été diagnostiqués chez les Finnois sont inscrits depuis 1953 dans le registre oncologique. Également, nous avons beaucoup utilisé ces registres, ces archives, et l'utilisation de ces données pour des utilisations secondaires est très connue déjà. Nous avons juste renouvelé les règles et la loi. Deuxièmement, nous avons également un système ou la situation qui s'appelle opt-out, ce qui veut dire que nous n'avons pas le consentement pour demander à utiliser vos données de santé. C'est collecté automatiquement avec le système de santé. Et tout ce que le système de santé collecte peut être utilisé pour une utilisation secondaire, à moins que vous choisissez que non. Donc, il y a un processus pour que vous puissiez dire non, je choisis, non, je ne veux pas qu'on utilise mes données pour les utilisations secondaires. Mais il y a très peu de gens qui ont choisi de ne pas donner leur consentement. Ce qui veut dire que, combiné avec le scope, le périmètre des registres nationaux, ça veut dire que notre base de données, notre système de base de données est très riche et très large en Finlande. La troisième chose qui est très importante, c'est la clé. C'est-à-dire que chaque personne finnoise obtient un numéro unique à sa naissance. C'est un numéro d'identification pour chaque citoyen qui sert de clé
quand nous collectons et nous lions, nous connectons des données de systèmes différents. Et c'est une clé, c'est important. Et en dernier lieu, la confiance. On a eu beaucoup de discussions hier. En Finlande, les gens en général font confiance aux autorités, aux administrations. Ils ont confiance que les autorités vont sécuriser et garder sécurisées toutes les données. Et ils ont tendance à faire confiance que si on utilise leurs données, que ça sera un bénéfice pour eux. C'est-à-dire qu'ils recevront un bénéfice parce que la médecine va progresser, le système de santé va progresser, il y aura des facilités meilleures pour les services sociaux et ils ont vu que ça a été le cas. Donc, ça les a aidés à faire confiance. Mais ce n'est pas toujours acquis de se rendre compte que toutes les autorités font de leur mieux pour maintenir les choses. Donc, on fait notre mieux pour maintenir cette confiance, ce niveau de confiance. Je pense que c'est tout. Oui, merci. Je vois que beaucoup de nos défis en Finlande sont les mêmes pour nous en France. Et si maintenant je peux parler à Stéphanie, on a entendu parler un tout petit peu de la création des données de santé dans l'introduction et c'était intéressant de savoir que les données de santé ont été créées et ça faisait partie de la stratégie nationale du président français pour l'intelligence artificielle. Et est-ce que vous croyez que depuis là, l'utilisation des données de santé a progressé, s'est multipliée? Est-ce qu'il y a des besoins spécifiques qui en sont sortis? Merci beaucoup, Roxane. Oui, donc la loi sur les données scientifiques a été créée pendant toutes ces stratégies d'intelligence artificielle en France. À l'époque, l'idée, c'était de créer ces plateformes dans des secteurs prioritaires, y compris la santé. Et depuis cela, puisque les données de santé sont très sensibles, on ne peut pas les processer en dehors de la plateforme. Donc, nous avons besoin de créer des plateformes avec les bonnes formes pour les bons standards pour l'intelligence artificielle. Donc, j'ai décidé de créer une plateforme informatique qui correspondrait à tous les défis par rapport à l'intelligence artificielle et le big data. Également, pourvoir à une capacité informatique plus grande pour les algorithmes. Il y a 66 projets et de ces 66 projets, 40% utilisent l'intelligence artificielle. Moi, je suis assez sûre que cette proportion, ce pourcentage va grandir avec le temps parce que l'intelligence artificielle est très utile dans beaucoup de domaines. En tout ce qui concerne le système de santé, peut-être que je pourrais donner des exemples. Par exemple, ça peut être utilisé pour utiliser les tests de santé pour les patients avec des logiciels qui peuvent accélérer les possibilités pour identifier des tumeurs avec de la mammographie et améliorer la prévention. Vous pouvez analyser les données qui viennent des appareils médicaux. Par exemple, un des projets que nous soutenons, c'est de comparer des pacemakers pour prévoir les problèmes. Et le dernier exemple, c'est que vous pouvez aider les médecins dans leur prescription parce que l'intelligence artificielle nous aide à calculer le plus grand risque des différents médicaments parce qu'il y a une grande base de données là-dessus. Donc, Johanna, diriez-vous que l'utilisation de données de santé a grandi en Finlande et pour l'intelligence artificielle, ce serait la même chose? Pardon. Eh bien, comme j'ai mentionné tout à l'heure, l'utilisation des données pour une utilisation secondaire n'est pas quelque chose de nouveau. Ça se passe en Finlande et je pense en France aussi depuis des années. Et on n'a pas vraiment des chiffres à comparer
pour la période avant et après FinData, donc je n'ai pas ces faits. Mais il y a beaucoup plus de recherches qu'avant, d'études avant. Mais ce que je peux dire, ce que je sais, c'est que maintenant, nous avons élargi le périmètre des ensembles de données par rapport à auparavant. Donc, par exemple, nous pouvons obtenir toutes les données de tout le pays ou tout le sud du pays, par exemple. Et nous collectons les données des endroits qui ne donnaient pas beaucoup de données avant. Et FinData collecte des data donc de ces sources qui étaient plus rares avant. Et ce qui veut dire que les bases de données s'enrichissent et leur périmètre augmente. Alors, par rapport à l'intelligence artificielle, la catégorisation, classification est moins claire, moins clairement définie parce que les gens demandent des données pour la recherche et nous voyons que l'intelligence artificielle est en quelque sorte, c'est un terme parapluie, on va dire. C'est difficile de définir exactement ce que vous voulez dire. Il y a des études qui utilisent un algorithme, qui cherchent quelque chose, ou bien une étude qui contient un algorithme d'apprentissage. Il y a une étude avec un grand modèle avec 500 facteurs d'explication et on dit que ça, c'est de l'intelligence artificielle. Donc, c'est compliqué de définir exactement ce que c'est. Donc, il faut regarder et il faut faire du cas par cas pour définir si c'est vraiment intelligence artificielle ou pas. Mais nous avons 5 à 10 demandes pour l'intelligence artificielle par an et nous donnons à peu près 300 autorisations en tout. Donc, les demandes spécifiques pour intelligence artificielle sont beaucoup moindres quand même. Je pense que ce qui est clair, c'est que de toute façon, que ce soit intelligence artificielle ou pas, le nombre de projets et l'utilisation des données de santé grandit en Finlande et en France. Et maintenant, je parle à Damien, qui fait partie de la Caisse nationale d'assurance maladie en France pour répondre, réagir à cette demande croissante pour pouvoir une plateforme technique. Et qu'est-ce que vous direz? Quelles sont les compétences et les expertises qui sont d'une importance primordiale pour être sûr qu'on utilise les données de manière correcte? Peut-être pour commencer, repartir un peu du corpus juridique, parce qu'en France, on a établi un certain nombre de règles que certains jugent peut-être d'ailleurs très contraignantes, mais qui garantissent, si je veux le dire assez rapidement, que n'importe qui ne peut pas accéder à n'importe quelle donnée pour faire n'importe quoi en matière de données de santé. On sait que c'est très important puisqu'on travaille sur des bases des données individuelles. Alors, comme en Finlande, avec un numéro d'identification unique pour chaque Français, mais qui est crypté. Donc on ne peut pas réidentifier directement les individus, mais ça nous sert notamment à faire des jointures, notamment avec des bases extérieures au système national des données de santé. Et donc, on a en gros 2 types d'accès. Des accès dits permanents, qui sont réservés à des institutions publiques ou des institutions qui ont des missions de service public. Et donc, ça veut dire qu'ils peuvent requêter à volonté sur ces bases quotidiennement. Et voilà. Donc, c'est le chiffre que citait Dominique. À l'extérieur de l'assurance maladie, on a 1 millier de comptes ouverts, donc de gens qui peuvent requêter quotidiennement sur les bases du système national des données de santé. Et puis, donc tout ça est encadré, hein, les personnes autorisées, tout ça est encadré par des textes de loi et réglementaires. Et puis, on a des accès sur projet, donc qui sont des accès temporaires, donc, dont le fait partie des plateformes qui fournissent ces accès. Et donc là, il s'agit d'extraire des données pour une étude parfaitement périmétrée, définie. Et donc, il y a tout un processus pour les candidats à ces études, hein, et qui passe notamment par un conseil d'éthique et scientifique qui regarde de très près les projets, vérifie leur validité méthodologique, leur intérêt, parfois même leur intérêt public, vérifie qu'ils respectent des règles éthiques. Et donc, il peut y avoir qu'il est parfaitement périmétré, qu'il exploite les données suffisantes, nécessaires mais suffisantes, et pas plus, pour mener à bien le projet. Voilà ce qui peut être une procédure jugée un peu lourde, mais qui est hyper structurante
pour à la fois garantir la qualité des projets et l'adéquation des données qui sont mises à disposition pour les mener à bien. Puis il y a un contrôle par ailleurs par la commission, la CNIL, en France, la Commission nationale informatique et liberté, qui vérifie aussi qu'on respecte bien les règles de sécurité et de confidentialité dans l'exploitation de ces données. Donc ça, c'est un premier élément qui est assez structurant, même très structurant. Après, il y a le sujet d'exploiter les données du SNDS et comme l'a rappelé Dominique tout à l'heure, c'est des bases qui ont été constituées pour une très large part sur des données de tarification. Donc, ils ne sont pas des données nativement faites pour faire des analyses très médicalisées, repérer très facilement des pathologies. C'est des données qui servent à tarifier. Alors, c'est une très grande force parce que évidemment, elles garantissent à la fois une exhaustivité, on couvre l'ensemble de la population, il y a un régime maladie unique, s'il y en avait plusieurs, aujourd'hui ils sont unifiés depuis 2016, il y a une protection universelle maladie, donc on a une grande homogénéité des données, une grande robustesse des données et globalement une grande qualité des données parce que c'est des données tarificatrices et si vous voulez être payé, quand vous êtes offreur de soins, eh bien, vous devez alimenter la base correctement. Et tout ça est évidemment contrôlé a posteriori, notamment par les services de l'assurance maladie. Mais donc, c'est aussi une faiblesse parce que, à la fois, on ne couvre pas forcément, on ne qualifie toujours pas bien médicalement les pathologies, on a un peu de mal à périmétrer certaines populations, à qualifier certains parcours. Et par ailleurs, il faut être un expert dans les nomenclatures qui sont utilisées. Et en France, on est quand même on a le génie de construire des nomenclatures extrêmement complexes. Donc la tarification à l'activité dans les établissements de santé, les différentes nomenclatures qui existent pour décrire l'activité des professionnels libéraux en ville, tout ça est extrêmement compliqué. Et donc ça demande une expertise spécifique, en réalité, une connaissance donc à la fois de l'architecture des bases pour pouvoir faire, parce que ce n'est pas un fichier qui est présenté de manière monolithique, mais c'est en réalité des tas de tables qu'il faut savoir apparier, joindre. Tout ça, ça demande des techniques, des programmes optimisés. Il faut être un expert des nomenclatures pour bien repérer les variables pertinentes que l'on cherche. Il faut une expertise métier médical, parce qu'il faut pouvoir passer de la nomenclature à comment on repère une pathologie. Et ça, c'est des programmes qui sont extrêmement compliqués, qui sont perfectionnés chaque année. La CNAM en produit, a fait une cartographie qu'on appelle des pathologies chaque année. Donc, c'est une exploration très fine de ces données tarifaires pour essayer de qualifier, en gros, une espèce de cartographie de l'état de santé de la population et des différentes pathologies qui les affectent. Donc tout ça, c'est des travaux très compliqués et souvent des acteurs qui explorent le système national des données de santé sous-estiment la complexité de rentrer dans ces bases. Et il y a un vrai travail d'acculturation de données, de connaissance de la base à faire. Et donc, la CNAM assure une formation qui est obligatoire. Hein. Tous les gens qui exploitent le système doivent se former. Une formation qui dure plusieurs jours. Il y a des dictionnaires de données, il y a des documents en ligne, mais rien ne remplace la pratique. Et il y a un enjeu d'animation, quelque part, de l'écosystème et de partage des compétences. Et ouvrir les données, c'est évidemment bien, mais si on n'ouvre pas aussi le savoir-faire, qu'on ne partage pas le savoir-faire, qu'on ne partage pas les algorithmes, qu'on ne partage pas des programmes, quelque part, on passe à côté de l'opportunité offerte par ces données. Donc, je pense que c'est un point clé dans l'exploitation de ce patrimoine commun. Et donc après, peut-être dernier point pour répondre, il en a été un peu question auparavant, le sujet des nouvelles technologies et des avancées qui sont promises par l'intelligence artificielle. Quoi qu'on mette exactement derrière, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a des puissances de calcul aujourd'hui qui permettent d'avoir une approche beaucoup plus ambitieuse de l'analyse de ces données. Mais ça veut dire aussi embarquer de nouvelles compétences qui sont pas si disponibles que ça, en réalité, des gens qui maîtrisent à la fois les architectures techniques, qui maîtrisent les nouveaux langages dans lesquels on programme des nouveaux algorithmes, qui maîtrisent ces nouveaux outils d'analyse des données, enfin des data scientists vraiment cortiqués pour exploiter ces données. Il n'y en a pas tant que ça, c'est une ressource rare, c'est une ressource qui est très demandée, y compris en dehors de l'exploitation des données de santé. Et donc là aussi, il y a un enjeu de mise en commun, de collaboration, de partage des algorithmes, des retours d'expérience sur ce qui a marché, sur ce qui n'a pas marché. Je pense qu'il y a
tout un travail aval qui monte en charge de mise à disposition des données. Il y a tout un travail d'animation autour de l'exploitation de ces données. Et il y a, amont pour la mise à disposition des données, une exploitation ensuite en cours, une mise en commun des compétences et des analyses. Et puis, il y a un travail aval de restitution de ces données, des retours d'expérience, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, qui est, à mon avis, très important de mener. Merci beaucoup, Damien. And indeed, it feels like there's a lot to know and to have in terms of skills and Effectivement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de compétences à acquérir, même avant d'analyser les données. Johanna, est-ce que vous pensez être confronté à des défis, des enjeux similaires en Finlande en ce qui concerne la formation des personnes nécessaires et l'acquisition de l'expertise nécessaire? Johanna. Oui, je suis tout à fait d'accord. La situation que vous décrivez me parle tout à fait. Findata a aujourd'hui publié des critères de sécurité de données, des critères que les différents environnements doivent remplir. Nous donnons accès aux données pour des fins secondaires seulement dans les environnements qui présentent certaines garanties de sécurité et d'intégrité des données. C'est un élément nouveau pour toute la population finlandaise. C'est un élément nouveau pour les développeurs et les codeurs informatiques. Nous développons des critères et nous apprenons et il y a de nouveaux enjeux qui se présentent au fur et à mesure. Mais je suis plutôt optimiste concernant notre capacité à trouver des solutions dans les temps à venir. Mais tout cela nécessite du temps. Il y a un domaine qui nécessite de moyens et de soutien et que je citerai, ce sont les questions juridiques pour les chercheurs dans les hôpitaux et les universités. Nous avons très peu d'avocats qui y travaillent, qui soutiennent les chercheurs dans ces domaines-là et qui leur permettent de savoir ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Notre organisme a un avocat, mais ce n'est pas suffisant. On a besoin d'avocats qui travaillent dans le domaine de la recherche pour donner une assistance juridique aux chercheurs, leur permettant de comprendre les usages possibles des données. Oui, vous avez tout à fait raison. Et là, on peut passer aux questions de gouvernance. On va poser la question à Joni, qui est conseiller ministériel au ministère finlandais des Affaires sociales et de la santé. La question que j'ai envie de vous poser, nous avons entendu dire que la Finlande a développé un texte pionnier en ce qui concerne l'Union européenne. Est-ce que vous pourriez nous parler de cette loi et la nécessité de réglementer l'accès aux données en Finlande? Quelles données sont disponibles pour ce type d'accès? Merci beaucoup. Réponse. Je suis tout à fait d'accord avec Johanna. On pourrait parler des enseignements que nous avons tirés de la Findata concernant la rédaction des textes juridiques législatifs. Et la question n'est pas seulement de faire adopter la législation, ce n'est pas ça la plus difficile. Son conseil qui consiste à faire impliquer les avocats à toutes les étapes représente une idée très intéressante. Le problème auquel la Finlande a été confrontée, ça a été le manque d'implication des avocats dans le processus de développement de la législation. Si les chercheurs ne comprennent pas forcément la législation dans son intégralité. Il y a peu d'avocats et qui ne connaissent pas très bien la législation et en fait, ils me contactent. Je suis
en général leur interlocuteur en ce qui concerne cette législation sur la protection des données de santé. Comme Johanna a parlé à plusieurs reprises, les usages secondaires des données de santé n'est pas nouveau en Finlande, ça existe depuis des décennies. Nous avons également des bases de données de très grande qualité et ce depuis des décennies. Nous avons des contrats de service pour les usages primaires des données depuis 2007. Nous avons des données de santé, mais également des données sur les affaires sociales. C'est quelque chose qui permet l'usage secondaire de ces données. Un élément que j'ai cité à plusieurs reprises, c'est que nous parlons très souvent des données de santé, mais la Commission européenne comprend qu'il ne s'agit pas seulement de données de santé, mais des données qui sont en lien avec la santé. Quand on prend l'être humain de manière holistique, en Finlande, on a compris que nous n'avons pas seulement besoin des données de santé, mais également des données des affaires sur les affaires sociales, des données sur les prestations sociales et d'autres données sur les aspects sociaux. Nous avons une carte d'identité nationale en Finlande qui permet de relier tous ces types de données. Si cela pouvait être possible dans votre pays, je dirais que cela peut vous aider. Le contexte de cette législation était multiple. Il y avait l'arrivée des réglementations européennes sur la protection des données et les législations secondaires n'étaient pas alignées avec les règles européennes et on se serait retrouvé dans une situation où on ne pourrait plus utiliser ces données. On avait besoin de mettre en place cette législation pour permettre l'usage futur de ces bases de données existantes. Deuxième raison, c'est qu'il y avait une modification de la loi constitutionnelle. La législation qui existait auparavant était des textes de type décret et on avait besoin de rédiger une loi pour remplir les exigences de la loi constitutionnelle. Voici deux axes majeurs, mais une troisième raison, c'est la raison que nous comprenons tous. On peut recevoir les mêmes données de la part de différents gestionnaire des données avec un coût différent, avec des délais différents. Ça pourrait parfois durer 5 ans. Ça pourrait prendre 5 ans de recevoir certaines données. Il y avait cette nécessité de recevoir les données d'un seul guichet unique avec une procédure stricte, avec des délais raisonnables, avec un coût raisonnable également. On pouvait par le passé recevoir des données de la part de l'Institut national de santé et de bien-être, mais cela prenait beaucoup de temps. À un autre moment, on pouvait recevoir des données de la part du ministère et tout cela, c'était des systèmes qui ne fonctionnaient pas bien. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les enseignements tirés de l'adoption de cette législation du Parlement, il faut impliquer toutes les parties prenantes dès le début. Il faut vraiment que les débats soient menés publiquement, encore une fois, dès le début. Et vraiment, je parle de l'implication de toutes les parties prenantes, même celles qui ne sont pas d'accord avec vous. Continuez de mener des conversations avec ces parties prenantes. Ce que nous avons découvert dans le cadre de FinData, c'est que ces parties prenantes qui étaient contre la législation finissaient par nous soutenir au Parlement. L'organisation finlandaise Sitra, qui travaillait au long du ministère, menait des négociations avec plusieurs parties prenantes, mais à plusieurs reprises. Je ne sais pas comment ils avaient la patience pour mener cette négociation et toutes ces conversations ont facilité le passage de la législation au Parlement. Même au moment où on avait l'impression que ça allait être très difficile de faire adopter la loi par le Parlement. Un deuxième enseignement que j'ai tiré, c'est de continuer
de mener ces conversations avec les parties prenantes, même après l'adoption de la législation, parce que c'est là que le vrai travail commence. Continuer la coopération avec l'ensemble des parties prenantes. Il faut que cette coopération démarre dès le début, mais il faut continuer cette coopération avec l'ensemble des détenteurs de données, des congestionnaires de données, les groupes scientifiques, et il faut affiner le processus. Mais il faut impliquer l'ensemble des organismes nécessaires. Le processus ne sera pas efficace si vous n'impliquez pas les gestionnaires de données. Ces organismes-là veulent recevoir l'argent, mais ils n'ont pas vraiment intérêt à partager les données autrement. Donc, voilà les quelques enseignements que j'ai pu tirer de notre expérience finlandaise. Nous avons mis en place toute une législation autour des usages secondaires. Nous avons rajouté de nouveaux cas d'usage comme des activités de développement et d'innovation, comme par exemple la gestion des connaissances, c'est un nouveau cas d'usage, et puis des activités d'éducation et de formation. D'autres cas d'usage étaient des cas que vous allez sans doute connaître dans votre contexte, des activités de recherche, des activités scientifiques, le développement d'informations pour une meilleure prise de décision, l'amélioration de la législation, le pilotage de... je m'excuse. Le pilotage, qu'est-ce que je disais? Le pilotage d'études de recherche sur les données personnelles et de santé. Ce sont des usages que nous avons permis dans le cadre de la législation pour des recherches du secteur privé ou du secteur public. Ce qui était clair dès le début, c'est que le traitement des données devait avoir lieu dans des environnements sécurisés et cela a été possible. Il fallait créer une chaîne d'environnements sécurisés dans tout le pays avec partout les mêmes exigences de sécurité, avec les mêmes outils, les mêmes systèmes. Nous avons 4 environnements différents et ce chiffre est appelé à augmenter. C'est une leçon à tirer pour la Commission. Un seul système centralisé ne sera pas efficace. Il n'est pas efficace d'avoir un seul environnement sécurisé. Il faut mettre en place une chaîne d'environnements sécurisés avec différents types d'expertise. Vous avez sans doute besoin de cette multiplicité d'environnements sécurisés. Un autre enseignement à tirer de la législation finlandaise, c'est que les usages secondaires ne consistent pas en un seul cas d'usage. Il y a plusieurs cas d'usage et il y a différentes règles qui concernent ces différents cas d'usage. Les essais cliniques et médicaux nécessitent une législation différente par rapport au registre dont parle la législation finlandaise. Il faut vraiment se poser la question des différents cas d'usage pour ensuite pouvoir décider s'il y a une solution pour tous ces cas d'usage ou non. Est-ce que j'avais d'autres choses à dire? On va voir ça là. Je pense que vous avez dit beaucoup de choses déjà, mais si vous avez d'autres idées ou d'autres réactions. J'ai peut-être quelques leçons à partager concernant la création de l'organisme FinData. Nous avions des délais qui n'étaient pas, des calendriers qui n'étaient pas très réalistes. Nous avions reçu de la part du ministère pas mal de pression pour que cela puisse être créé le plus rapidement possible. Certaines personnes disaient qu'il faut travailler plus rapidement. Et
nous avons essayé de chercher un juste milieu. Ce qui était intéressant, c'est que les services ont pu être créés assez rapidement. La législation a été votée en mai 2019 et les services étaient mis à disposition à partir de début 2020. Certains services même en l'année 2019. Les services principaux ont été ouverts en janvier 2020. La seule chose qui n'a pas pu être faite dans ce calendrier, c'était la validation des demandes de mise en place d'environnements sécurisés. Il y a eu une période de transition d'1 an qui était prévue dans la législation et cette mise en place d'environnement a pris plus de temps que ce qu'on attendait. Même si l'idée d'environnement sécurisé était prévue dans la législation dès le départ, on avait cette idée. Mais en ce qui concerne les environnements eux-mêmes, on avait quelques environnements en tête, mais finalement, ceux-ci ne remplissaient pas tous les critères de sécurité. Ce que nous faisons désormais, c'est que certes, il y a des demandes de mise en place d'environnements sécurisés qui sont parfois un peu douteux. Mais nous sommes en train de regarder les normes internationales et nous sommes en train de faire évoluer les critères finlandais pour les aligner aux normes internationales. Et ces normes pourraient être adoptées en Europe pour chacun de nous, pour l'espace européen des données de santé. Nous avons des spécifications, un cahier des charges, et nous espérons que dans un temps relativement raisonnable, nous pourrons mettre en place des spécifications nationales qui pourront être utilisées partout dans l'Europe. Et il y aurait des leçons à tirer du contexte finlandais. Merci beaucoup. Nous avons entendu beaucoup de choses par rapport aux obstacles à la gouvernance, mais également le timing très court. Pour accomplir tout cela, nous avons également entendu parler du rôle de la Caisse nationale d'assurance maladie en France concernant l'accès aux données en France. Et maintenant, Damien, je vais vous poser la question. Nous savons qu'en France, Fabrice, pardon, donc, le directeur pour les études et les statistiques a joué un rôle très important et le ministère également. Qu'est-ce que vous pourrez dire? Nous avons également parlé des autres bases de données. Dominique nous en a parlé. Quels sont les obstacles et aussi le besoin de créer de la réglementation pour enlever ces barrières? Merci. Comme les autres intervenants ont déjà dit, concernant toutes ces questions, sont des questions très stratégiques et au niveau historique, la situation en France était favorable à cause de notre système de santé publique qui fournissait une espèce de manière naturelle pour la première base de données dont Dominique a parlé, qui a été constituée avec des données administratives médicales à partir du système de santé parce que nos financements publics, à cause de notre système de financement public des fournisseurs. Et la dernière loi en 2019 a créé un environnement, un cadre très ambitieux pour aller plus loin en termes de réglementation et de loi. Au niveau conceptuel, il a élargi le périmètre de nos SNDS, c'est-à-dire le système national en France, à d'autres bases de données pour créer la plateforme, pour mettre tout ensemble dans un seul lieu, toutes ces données intangibles, ce patrimoine
intangible pour que ça pourrait être partagé pour des utilisations secondaires et utilisation de manière très large au niveau public et privé. Et le cadre de la réglementation est très important. Ce n'est pas tout à fait complet parce que nous sommes en train, et je pense que ça va prendre juste des jours, nous allons publier le décret catalogue où nous allons mettre la première liste des nouvelles bases de données de santé pour être intégrées dans le système. Et cela élargit le périmètre. Donc, nous allons ajouter, ça veut dire que nous allons ajouter aux données historiques médicales. Les premières bases de données concernant la vaccination, les tests, nous allons ajouter cela. C'est une base de données médicale et nous allons également ajouter d'autres systèmes médicaux dont les propriétaires ont partagé volontairement dans le système. Et ça, c'est une étape très importante. Est-ce que ça suffit? Une fois que nous aurons... non, ça ne sera pas suffisant. Pardon. Donc, cette question du partage des données n'est pas très facile à opérer parce que les opérateurs en matière de recherche, c'est-à-dire dans le secteur public en France, qui sont propriétaires de beaucoup d'archives et de registres, de catalogues. Par exemple, les hôpitaux publics, ils sont lents, il y a une lenteur pour adapter, intégrer cette logique. Et je dirais que les raisons sont des raisons institutionnelles essentiellement, parce que dans le système français, il faut des efforts pour créer des bases de données. Mais ces efforts sont valorisés seulement par des publications de recherche, par exemple, ce qui a pour résultat que les parties prenantes ne partagent pas leurs données, ou bien ils le font lentement, parce que d'abord, ils veulent publier, parce que c'est la publication qui est valorisée. Et c'est pourquoi il y aura une autre étape importante pour créer des encouragements au niveau financier, pour créer des magasins de données d'hôpital, par exemple, à condition qu'ils ajoutent ces nouvelles données au nouveau système national de données de santé et que ces données seront partagées avec tous les parties prenantes. Donc, mon service et le ministère de Santé poussent ce projet en avant et je suis confiant, comme Bruno a dit, parce que nous venons de lancer un appel à projet pour constituer ce genre de base de données hospitalière. Et ça sera financé, il y aura une somme de 50 millions d'euros attribuée pour ce projet. Nous devons aussi soutenir et sécuriser les projets de collection de données de santé dans deux champs. D'abord, les activités, la médecine générale, qui est le système d'observation pour toutes les pratiques médicales par des pratiquants. Aussi, un système pour mesurer le résultat en termes de santé et en termes d'indicateurs. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de choses qui restent à faire et comme ça a été dit, et c'est nécessaire de créer le cadre de législation et de réglementation, mais beaucoup de travail reste à faire après, non seulement au niveau technique, mais aussi pour convaincre tous les parties prenantes dans le système que la stratégie qui a été adaptée est la meilleure pour le pays. Donc, nous avons un comité de stratégie avec tous les parties prenantes du système national de données, dont le ministre de la Santé et le président, qui identifient les bases de données qui ont un potentiel pour avoir un impact potentiel sur la recherche et l'innovation dans le domaine de la santé aux intérêts de la population, bien sûr, mais aussi de manière générale, discuter toutes les questions avec
par rapport à la valorisation économique, financière et la gouvernance autour de cette question de l'accès aux données. Et bien sûr, tout cela doit être fait de manière publique parce que nous avons besoin d'une transparence aux citoyens pour que le public nous fasse confiance. Merci beaucoup. Donc, beaucoup a été partagé et c'était très intéressant pour les gens qui sont en ligne. J'ai quelques questions. Nous pouvons aussi prendre des questions de ceux qui sont présents ici de manière physique. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui est là physiquement a une question. Il y aura des microphones mobiles dans la salle. Mais peut-être que je vais commencer avec une question qui vient du chat. D'abord, la première question, c'était en français. Je vais essayer de... Je pense que c'est pour les Finnois. Ils disent qu'il y a donc ce numéro identifiant unique à la naissance en Finlande. Est-ce que cela permet de connecter les secteurs, par exemple, entre la santé et l'éducation, au-delà du secteur de la santé? Oui, oui. Oui, c'est la clé pour tout dans tous les systèmes finnois. Donc, quels autres types, quels autres secteurs de données peuvent être connectés par ce numéro? Il y a juste un numéro d'identification pour chaque personne. Et quel que soit le secteur de données, vous pouvez l'utiliser dans tous les secteurs pour avoir n'importe quelle donnée. Peu importe dans quel domaine vous cherchez, ça marche pour toutes les données qui ont été collectées dans tous les secteurs. Donc, la question suivante, c'est concernant la collecte de données de santé, est-ce que c'est essentiellement du secteur public ou est-ce que ça peut venir des cliniques privées ou d'autres organisations privées ou des appareils connectés? Je pense que ça peut être une question pour la France. Oui, FinData doit donner l'autorisation pour le public et le privé. Si un chercheur veut, par exemple, combiner des données des deux secteurs, la personne peut faire une demande. Ou si vous voulez seulement des données privées, vous pouvez aussi faire une demande. Et nous pouvons vous collecter ces données et vous les donner. Donc, les deux secteurs sont couverts. Je pense que c'était aussi une question pour la France. Je ne sais pas qui voudra répondre. La question était aussi en français. Est-ce que la collecte des données de santé vient essentiellement du secteur public ou du secteur, ou peut aussi venir du secteur privé? Essentially come from public sector. Essentiellement, c'est du secteur public parce que historiquement, toutes les données viennent du système d'assurance publique, assurance de santé publique, mais nous voulons aller plus loin dans ce nouveau système de données de santé élargi. Nous projetons d'intégrer d'autres données médicales qui pourraient venir du secteur privé, particulièrement en ce qui concerne les observations médicales dans des différents secteurs médicaux. Je pense qu'il y avait d'autres questions ici dans la salle. Dominique, vous avez une question de quelqu'un? Merci beaucoup. C'était très intéressant d'écouter votre présentation. J'ai deux questions cependant. Sont tous les parties prenantes? Est-ce qu'il y a une limite? Est-ce que, par exemple, les industriels et les recherches publiques, est-ce que tout le monde peut l'utiliser ou est-ce qu'il y a des secteurs qui ne peuvent pas? Et quand vous donnez des autorisations, est-ce que vous avez des critères généraux? Est-ce que vous évaluez du cas par cas? Est-ce que vous faites du cas par cas? Comment vous le faites? Sur quelle base? Par exemple, nous avons un comité
qui peut évaluer les aspects analytiques. Est-ce que vous faites la même chose? Et d'autres questions. Je comprends que vous avez ce mandat pour collecter les données des bases de données différentes, y compris des bases privées. Et vous avez parlé de la tarification, si je ne me trompe pas. Donc, comment est-ce que ces parties prenantes qui sont propriétaires, si c'est vraiment le bon terme, qui sont propriétaires des bases de données, comment est-ce qu'ils sont obligés ou est-ce que c'est une obligation légale ou est-ce qu'il y a des encouragements, on va dire au niveau financier, est-ce qu'il y a une rémunération? Comment est-ce que vous obtenez cette acceptation de partager? Peut-être que je vais commencer avec la dernière question pour la tarification. Oui, au niveau de la santé publique et privée, ils sont obligés de fournir un échantillon. Ils sont obligés de donner les données que FinData demande, mais également, il y a un prix pour cela, oui, qu'ils peuvent fixer, ils peuvent définir eux-mêmes. Et après, nous allons demander le prix, nous allons dire le prix au client. Et avant de décider, nous aurons le prix total et la personne qui demande doit approuver le prix. Et ça prend du temps, sinon ça sera très rapide. Mais cette discussion, se renseigner sur le prix et tout ça, ça prend du temps. Parce que parfois, ils comprennent le prix, ils disent non, 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 OK, ça coûte tant, donc je ne vais pas tout prendre, je vais prendre une partie, ça coûtera moins. Après, il faut retourner vers ceux qui donnent les informations et puis ainsi de suite. Donc, pour la première question, tout le monde peut faire une demande. Je crois que 28-30% de nos clients sont du secteur privé, mais la plupart sont du public, c'est des demandes publiques. De notre point de vue, la division entre public et privé, c'est-à-dire le pourcentage, pour nous, c'est un peu démodé de faire cette division, c'est plus trop à jour parce qu'il y a des consortiums qui sont composés autant d'universitaires que d'industriels et peut-être d'autres parties. C'est jamais vraiment très clair, très défini si c'est totalement public ou privé. Souvent, c'est mélangé. C'est un peu artificiel de mettre dans l'un ou l'autre. On pourrait peut-être laisser tomber cette division entre public et privé. Qu'est-ce que c'était l'autre question? Pour les autorisations, nous n'avons pas une expertise scientifique ou une évaluation scientifique, c'est fait ailleurs. Donc, les universités et les instituts de recherche donnent le feu vert pour aller plus loin avec la recherche. Ce que nous faisons, c'est que nous vérifions que le but est juste. C'est pour des statistiques, de développer des innovations pour l'enseignement, etc. Donc, nous examinons la cause de la demande, puis le projet d'utilisation, que ça correspond à la bonne cible et aussi que la personne qui mène le projet est qualifiée et nous nous assurons que la question de sécurité est bien cadrée. Et après tout cela, vous pouvez donner l'autorisation. Et bien sûr, nous prenons en considération d'autres questions, par exemple, le principe de la minimalisation. Si c'est une somme vaste de données, un montant très vaste de données, nous commençons à discuter. Est-ce que vous pouvez minimiser un peu moins, un échantillon de données peut-être un peu plus réduit? Et puis après la discussion, oui, vous pouvez avoir l'autorisation.
D'abord, oui, tout le monde peut demander des données. Même vous en France, vous pouvez demander, poser une demande à FinData et obtenir les données à FinData à distance, à l'environnement, ou bien dans n'importe quel environnement que vous aimez utiliser selon vos besoins précis. Donc, vous pouvez aussi utiliser ces environnements-là. Et ce que vous devez faire afin d'obtenir la collecte, tout est écrit dans la législation. Il y a des demandes différentes que vous devrez faire afin d'obtenir selon le but d'utilisation, ce que dont Johannes a parlé tout à l'heure. Et bien sûr, il y a la législation de la protection des données, mais il y a beaucoup d'autres lois aussi. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on a l'air. Merci. Oui, c'est une bonne question, en fait. Nous avons beaucoup de chercheurs au-delà de la Finlande qui utilisent nos bases. Donc, vous pouvez avoir l'accès de partout dans le monde une fois que vous avez l'autorisation de le faire. En fait, ça répond à une question dans le chat qui demande est-ce que quelqu'un d'un secteur public ou privé en français peut accéder les données en Finlande. Donc, la réponse est oui. Il y a d'autres questions, je vais voir. Il y avait une question dans la salle, il me semble. Et puis, nous allons faire la pause. Il y avait pour vous, Stéphanie, pour une demande pour l'intelligence artificielle pour utilisation secondaire, qui est responsable en pensant à l'exemple qui a été mentionné par rapport à la prescription de médicaments, qui est responsable s'il y a une erreur? Donc, la personne c'est celui qui est responsable du traitement. Il est aussi responsable de la recherche. Et sur la plateforme, nous considérons simplement la recherche. Mais dans les exemples que j'ai cités, par exemple, développement de logiciels, clairement, le logiciel doit être certifié par une autre autorité qui n'a rien à faire avec les données médicales, mais pour la recherche, c'est le chef de projet qui doit obtenir les autorisations. Mais en France, c'est organisé avec un comité scientifique et éthique en premier lieu, et puis l'autorité nationale qui accepte ou pas que la recherche se fasse. Et puis aussi, la Caisse nationale de primaire de maladie aussi doit donner l'accès si ça a été autorisé. Nous avons la possibilité de prendre une dernière question de la salle et pour toutes les questions auxquelles nous n'aurons peut-être pas donné de réponse, je propose qu'on peut vous les envoyer et vous pourrez peut-être soumettre des réponses par écrit. Question. Merci pour la présentation. Présentation très claire de la part des organisations finlandaises. J'ai une question concernant la nature des données que vous collectez, les données collectées aujourd'hui, et si vous avez des projets pour collecter d'autres types de données. Est-ce que vous avez des données génomiques dans vos bases de données, par exemple? Est-ce que vous avez des réflexions concernant la suite et les données que vous pourrez peut-être collecter à l'avenir? Réponse. Merci. Même si nous sommes constitués en guichet unique pour les autorisations, les données elles-mêmes ne sont pas centralisées.
Pour chaque étude, nous envoyons une demande d'échantillon de données auprès du responsable de gestion des données. Nous ne détenons pas les données directement, mais nous pouvons vous délivrer l'ensemble des données qui sont collectées dans le cadre du système finlandais. J'espère que j'ai été suffisamment clair dans cette réponse. Oui. Il y a une question concernant des données génomiques. Cet aspect n'est pas prévu dans le cadre de la législation finlandaise. Pour différentes raisons, nous avons une expérience un peu malheureuse. Un directeur de cabinet qui a démissionné et cela n'a pas permis de faire adopter cette législation. Mais nous aurons des textes à l'avenir concernant les données génomiques. Il y a quelques difficultés à obtenir ces données dans le cadre de la législation que nous avons actuellement en Finlande. Mais nous travaillons à ce sujet. Un autre aspect qui n'est pas pris en compte dans le cadre de cette législation, ce sont les données qui enregistrent des crises médicales. La législation européenne concernant ces types de données est relativement compliquée. Il est difficile de remplir les critères nécessaires pour les environnements sécurisés et pour les usages secondaires et de les faire correspondre avec des critères qui sont compris dans d'autres législations. C'est difficile de faire cette correspondance, mais nous sommes en train d'y travailler. C'est un chantier qui est en cours et c'est pour cela que je disais que la Commission doit être conscient qu'il n'y a pas seulement un cas d'usage, il y a plusieurs cas d'usage, il y a différentes législations européennes qui sont en toile de fond et cela rend un peu plus compliqué la mise en correspondance de la législation nationale. Joanna, je lisais la proposition pour l'espace européen des données de santé. J'ai vu qu'ils veulent prendre en compte la recherche clinique et je pense que c'est un sujet assez intéressant et il serait intéressant de voir comment ils font. Ça a été très intéressant. Nous n'avons pas plus de temps pour les questions. Merci à tous les intervenants. Nous allons prendre une pause. Nous avons un peu de retard, donc je voudrais vous demander de bien garder un œil sur l'horaire. Nous allons reprendre dans 45 minutes. Merci beaucoup.